Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de l'événement Rôle Modèle mis en place par la Fédération française du prêt-à-porter féminin notamment, et on se situe dans l'enceinte de l'espace Niemeyer à Paris, qui est l'ancien centre du Parti communiste français, ce qui est assez drôle pour accueillir un événement dédié aux investisseurs. Un investisseur d'ailleurs, j'en ai un juste en face de moi, il s'agit de Nicolas Parpex. Nicolas Parpex, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle des industries créatives et culturelles, c'est bien ça ? Absolument. Chez BPI France. Et vous pilotez aussi le pôle Touch, comment on dit ? Le plan Touch, French Touch. La French Touch. Vous allez nous expliquer un peu tout ça, mais je voulais en savoir juste un petit peu plus sur vous, parce que les éléments que j'ai, c'est que vous êtes donc investisseur, mais que votre parcours est plutôt créatif. Vous avez en tout cas une licence dans le cinéma et l'audiovisuel. J'ai vu ça, donc je me suis dit, ça c'est assez amusant comme parcours. Absolument. Alors, je suis pas sûr que ma licence de cinéma et d'audiovisuel me définisse de manière extraordinairement puissante, mais oui, en tout cas, mon parcours, c'est un parcours assez classique d'école de commerce, de classe préparatoire et d'école de commerce, mais toujours avec en fil rouge une passion pour le cinéma, la musique et les industries de la création au sens large. Et donc, c'est ça qui explique mon parcours et là où je suis aujourd'hui. Vous faites quoi en fait avec Touch et puis plus largement BPI France, ça veut dire en quoi la structure investit, quel est son rôle ? Alors, le pôle industrie créative, donc, que j'ai l'honneur d'animer, opère les investissements en fonds propres de BPI France, donc investis au capital des entreprises créatives. Donc ça, c'est le métier que je fais depuis globalement le début de la carrière, de ma carrière, d'abord au sein de la Caisse des dépôts, puis de BPI France. Et il y a à peu près 2 ans, Nicolas Dufourcq et le comité exécutif de la banque m'ont confié la mission de d'écrire un plan, donc le plan Touch, le fameux plan Touch, qui avait pour vocation d'animer de manière transversale le secteur des industries créatives au sein de la banque, ce qui globalement avait été fait une seule fois dans l'histoire de la banque pour le secteur de l'innovation. Donc voilà, c'est un grand projet transformant pour le secteur des industries créatives. Oui, parce que c'est hyper large, hein. Enfin, il y a le cinéma, Absolument. Il y a l'architecture, il y a beaucoup de choses, et la mode. Tout à fait. Alors, donc, la première question, c'est pourquoi on a fait ça ? Évidemment, BPI France, c'est un outil de politique publique, c'est le partenaire des entreprises et des entrepreneurs français, et au global, c'est-à-dire de la start-up jusqu'à la grande entreprise, avec une vision qui est plutôt généraliste et une vision qui est plutôt décentralisée. Donc pourquoi la French Touch a fait l'objet d'une attention particulière, ce qui encore une fois n'est pas du tout le cas de l'ensemble des secteurs de l'économie française. Donc on n'a pas fait ça comme ça, on a fait ça pour des raisons vraiment puissantes et profondes. Le premier élément de contexte, c'est que les industries créatives, les industries de la French Touch, c'est 5% du PIB. Donc c'est un secteur économique qui est extrêmement puissant, y compris par rapport à d'autres secteurs très visibles en tant que filière, comme l'automobile, la construction, etc. Donc c'est un enjeu de puissance économique, il ne faut pas avoir peur des mots. Ensuite, c'est un enjeu de soft power et de rayonnement international, parce que quand nos films s'exportent, quand la Fashion Week concentre toute l'attention de l'univers de la création à Paris, le Festival de Cannes, nos jeux vidéo, etc., tout ça, ça contribue au rayonnement de la France dans le monde. Donc c'est un enjeu aussi de politique publique. Et puis c'est un enjeu de compétitivité aussi, puisque notre conviction très profonde, c'est que sur l'ensemble de ces secteurs, en fait, on est bon, on a un avantage compétitif, un avantage comparatif, et donc il faut se donner les moyens d'accompagner tout ça. On a le droit de le dire, des fois on peut dire qu'on est bon sur des secteurs... Mais en fait, il faut dire qu'on est bon. Il faut dire qu'on est bon. C'est pas de l'autosatisfaction, parce qu'on a énormément de challenges à relever, mais il faut être dans une dynamique positive et conquérante. Ça, on assume complètement cette posture et ce discours-là. Donc concrètement, le plan Touch, ça a consisté en quoi ? D'abord, c'est 3 choses. C'est un plan stratégique. Donc vous l'avez dit, d'abord on a défini un périmètre. Alors, en effet, quand on regarde le truc de loin, on se dit, ok, le cinéma et l'audiovisuel, la musique, l'édition, le jeu vidéo, la mode, le luxe, le patrimoine, le design, l'architecture. Qu'est-ce qui réunit tout ça ? Alors,
l'idée évidemment de ne pas gommer une certaine forme de spécificité. C'est des secteurs qui ont leur business model, leur tendance de marché, tout ça est très vrai. Mais néanmoins, ce qui les réunit est plus fort que ce qui les sépare de notre point de vue. D'abord, ce qui les réunit, c'est que ce sont des industries de la création et du savoir-faire. Quand on regarde tous ces secteurs, en fait, la proposition de valeur de toutes ces entreprises, quelles qu'elles soient, repose sur du talent créatif et sur du savoir-faire. Et ça, le test résiste bien, normalement, d'un secteur à l'autre. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est que ce sont des secteurs qui sont traversés de transformations et d'enjeux qui sont très similaires. Tous ces secteurs sont impactés par la transformation digitale. Tous ces secteurs sont impactés par la transition écologique. Tous ces secteurs ont des enjeux de passage à l'échelle et de taille critique. Tous ces secteurs ont des enjeux de féminisation, de diversité, d'inclusion. Tous ces secteurs ont des enjeux de développement international. Et donc finalement, tous ces leviers de transformation réunissent ces secteurs. Et le troisième élément, c'est que l'ensemble de ces secteurs sont dans des enjeux de synergie et de transversalité extraordinairement forts. Et la French Touch, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de dire... Tous ces secteurs ont un petit peu coexisté sous forme de silos pendant des années, peut-être sans se parler assez, sans se rendre compte de manière suffisamment forte qu'ils avaient énormément de choses à faire en commun. Et aujourd'hui, c'est notre succès et c'est notre bonheur de voir des collaborations entre des marques de mode et des marques de jeux vidéo. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Le but, c'est pas seulement de financer, de soutenir économiquement un acteur dans un de ces secteurs, c'est de les faire dialoguer aussi. Ah, totalement. Notre enjeu premier, parce qu'on n'oublie pas qui on est une banque, un financeur, donc c'est pour ça que le deuxième élément du plan, c'est un continuum de financement, donc on y reviendra peut-être un peu dans le détail, mais l'idée, c'est d'avoir pris tous les métiers de la banque, le financement de l'innovation, la garantie bancaire, le financement bancaire, l'investissement en fonds propres, l'accompagnement des entreprises, le développement international, n'en jetez plus, on a fait le tour à peu près, donc de prendre tous ces métiers de la banque et eux-mêmes de les mettre en synergie, en faisant monter en compétence l'ensemble des équipes de la banque, etc., pour être au service des industries créatives. Globalement, ça s'est plutôt bien passé, puisque depuis le début 2020, où on a lancé le plan, on a déployé plus de 2,5 milliards dans le secteur de la French Touch, et dans l'univers de la mode et de la création, c'est 500 millions sur 2020 uniquement. Donc c'est des gros chiffres, ce qui prouve que l'action est quand même assez structurante. Et le troisième élément, c'est un élément d'animation écosystémique. Pour les marques ou les créateurs qui nous écoutent là, comment vous les choisissez justement, ceux que vous accompagnez? Vous accompagnez tout le monde? Vous accompagnez certaines tailles d'entreprises à certains stades de développement? Qui sont-ils en fait, ces entrepreneurs français qui ont droit au soutien de la French Touch? Alors, c'est une très bonne question. La réponse est à la fois générale et très particulière. La réponse générale, c'est que oui, on accompagne tout le monde. Non, ça c'est pas forcément la promesse, mais en tout cas, on accompagne à la fois des startups, des entreprises très jeunes, parce que pour nous, c'est important de soutenir ce qu'on appelle des game changers, c'est-à-dire des entreprises qui soient sur des innovations tech, mais aussi des innovations d'usage, des innovations de modèle économique, des propositions de valeur à impact et RSE très fortes, y compris des entreprises très jeunes et très risquées. On est là pour elles. On est aussi là pour tout le tissu de petites entreprises, de PME qui ont des projets de croissance. Et on est aussi là pour des entreprises plus importantes. Ce qui justifie qu'on est dans des entreprises de la taille d'un Bompard ou d'Investir Collective, etc. Parce que notre enjeu, c'est de couvrir l'ensemble de ce spectre. Ensuite, plus concrètement, la réponse, c'est comment on choisit les entreprises. Ça dépend de l'outil, en fait. Ça dépend de l'outil. C'est-à-dire que la grille d'analyse pour accompagner une entreprise n'est pas tout à fait la même si on parle d'aide à l'innovation créative, ou bien de prêt bancaire, ou bien d'investissement en fonds propres, ou bien d'accompagnement. C'est pour ça que l'idée, c'est que vraiment, on est aux côtés des entreprises et des entrepreneurs. On regarde leurs projets, on regarde leur entreprise, on regarde leur projet de croissance, on regarde de combien ils ont besoin et pour faire quoi. Et ensuite, dans la boîte à outils, on mobilise les différents sujets
les différents outils pour répondre aux besoins. Et donc là, évidemment, la grille d'analyse, quand on parle d'une aide à l'innovation, d'un prêt bancaire ou d'un financement en fonds propres, ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, on est sur l'événement rôle modèle. Justement, l'idée, ça recoupe quand même un peu l'analyse que vous avez faite il y a quelques années déjà. C'était montrer en fait le potentiel du secteur de la mode, son potentiel créatif, mais aussi son potentiel économique. Qu'est-ce qui manque finalement aussi au système de la mode pour être plus appétant pour les banquiers, pour les fonds d'investissement? On voit que c'est pas toujours simple de convaincre. Qu'est-ce qui manque finalement? Clairement. Alors encore une fois, vous l'avez dit, nous, ce qui fait que la French Touch est soutien de cet événement et que on le trouve totalement incarnant et illustratif de toutes les valeurs qu'on porte, et c'est pas étonnant parce que la fédération qui l'organise est un partenaire très proche de toute notre action. C'est que, en effet, c'est un événement, alors vous l'avez dit déjà, dans un lieu qui est à la fois très stimulant, qui interroge beaucoup et qui est très beau. C'est un événement qui cherche un langage commun entre des acteurs qui sont avec des enjeux différents, en l'occurrence le monde de la création, de la mode, des marques et le monde de la finance. C'est aussi la démonstration qu'on crée plus de valeur et on est plus intelligent quand on se met ensemble. Voilà, donc tout ça résonne énormément. Alors, qu'est-ce qui manque pour que la mode et la finance se parlent mieux ? En fait, un peu comme pour tout le reste, mieux se connaître. Oui, c'est ce qui manque vraiment. Bien sûr. Vous voyez du côté investisseur qu'il y a une méconnaissance des fonctionnements du secteur ? Bien sûr, et encore une fois, quand on dit ça, je pense qu'il faut faire très attention de pas enfermer les gens dans des rôles et de pas stigmatiser. Nous, encore une fois, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et quand, voilà, pour arriver à avoir, je sais pas, une dizaine d'entreprises de la mode en portefeuille, en fonds propres, ce qui est globalement, je pense, extraordinairement rare dans le secteur du venture capital et du capital investissement en France, ou bien déployer 500 millions de financement dans le secteur de la mode. Si on y est arrivé, c'est pas parce qu'on est géniaux et que les autres sont nuls, c'est parce qu'on a réussi à enlever toute l'écume de l'incompréhension et de la méconnaissance. Donc, ce qui est important là quand même, ce que vous dites, c'est que vous êtes un banquier. Vous n'êtes pas là juste pour dire on est le bras armé de l'État sur la partie investissement et donc on vient pour prendre tous les dossiers. C'est pas ça. Vous avez tout à fait raison. Non seulement on n'est pas là pour dire ça, au contraire, c'est-à-dire qu'on est totalement avec des attentes de marché, c'est-à-dire que quand on finance un projet d'innovation, on a envie qu'il aille au bout. Enfin, on le fait pour qu'il aille au bout. Quand on prête de l'argent, on veut qu'on nous le rembourse. Et quand je dis ça, je pense que c'est quand on dit on est le bras armé de l'État, en fait, on gère aussi l'argent de la collectivité nationale. Donc le gérer de manière avisée, je pense que c'est notre intérêt à tous. Donc quand on prête de l'argent, c'est pour qu'on nous le rembourse. Et quand on investit en fonds propres, c'est pour que l'entreprise démultiplie sa valeur. Tout ça, on l'assume totalement. Qu'est-ce qui permet de dire, en fait, c'est notre enjeu et en plus, globalement, on y arrive, puisqu'on voit bien que, globalement, la performance de nos investissements est bonne, la sinistralité de nos financements est totalement contrôlée. On y arrive parce qu'on trouve un langage commun et que, tout simplement, on prend des décisions avisées de financement et d'investissement en se formant et en étant expert, oui. il faut le dire, du secteur, c'est-à-dire d'en comprendre les tendances de marché, les business models, les spécificités financières, et c'est avec ces clés d'analyse et ces clés de lecture qu'on est capable de prendre des décisions avisées, mais sans s'arrêter à dire oulala, la mode c'est risqué, je connais un tel qui s'est planté, etc. Ou ma banque s'est plantée il y a 10 ans sur le sujet. Mm-hmm. Voilà. Donc ça, nous, on va à l'encontre de ça. Et encore une fois, on ne se met pas du tout en opposition avec nos partenaires bancaires privés ni investisseurs privés, parce que, comme vous le disiez très justement, on n'est pas là pour faire à la place d'eux, ni parce qu'on est plus malin, parce que c'est pas du tout ce qu'on revendique, mais en plus c'est pas du tout notre rôle. Notre rôle, au contraire, c'est un rôle de facilitateur et d'entraînement, d'aller chercher de l'effet de levier et de dire, nous, il se trouve qu'on a des équipes, on a la chance d'avoir des équipes un peu expertes sur le sujet, etc. Donc on va vous dérisquer les sujets, mais par contre,
suivez-nous et faites-nous confiance. Parce que c'est ça qui est intéressant. Je regardais un peu les dernières levées auxquelles vous avez participé. Il y a la marque de running premium Satisfy. Je pense que c'est la dernière en date sur Absolument. la mode. 2,5 millions. Je lisais aussi que vous avez investi dans Tekin. Alors je ne sais pas si c'est dans votre segment, mais en tout cas au niveau de la mode, ça fait c'est sur de la production à la demande et c'est un acteur qui prend aussi du volume. Là, c'était 5,5 millions. Il y en a d'autres qui sont antérieurs, mais globalement, vous n'êtes pas tout seul, en fait. L'idée, c'est que vous arrivez avec d'autres acteurs financiers. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'encore une fois, l'idée, alors en l'occurrence, là, les deals que vous citez sont des investissements. Alors vous avez cité, à chaque fois, c'était les levées de fonds au global. Oui. On les fait avec des VC de premier rang, avec des business angels de premier rang, etc. Parce que nous, le message qu'on porte qui est que notre rôle, c'est à la fois d'apporter de l'argent et de l'argent intelligent, ou en tout cas de l'argent avec de l'accompagnement aux entreprises, évidemment. Plus il y a de bonnes fées autour du berceau et plus les projets ont de chances de se transformer. Donc c'est évidemment un élément clé qui est de trouver notre place, qui est encore une fois toute la ligne de crête de BPI France, c'est-à-dire d'être un petit peu plus volontariste et un petit peu plus preneur de risques que le marché, mais certainement pas en se disant on y va à perte ou on y va tout seul. Ce que vous disiez, là, il faut être volontariste. Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont volontaristes pour accompagner le secteur de la mode ou de la fashion tech? Vous avez des gens qui sont intéressés dans l'environnement financier, dans l'environnement des investisseurs, qui regardent ce marché-là, ou vous dites, bon, il y a quelques acteurs, mais c'est un peu le désert derrière? Non, c'est pas le désert. Il y a évidemment des acteurs qui sont spécialisés dans le secteur et à la limite, nous vraiment notre posture, c'est que plus il y en a et plus il y en aura, plus on sera heureux, quoi. On est très heureux d'avoir des camarades de jeu, que ce soit des financeurs privés sur la partie entre guillemets bas de bilan, donc sur la partie dette, ou des co-investisseurs sur la partie fonds propres. C'est vraiment notre enjeu. Alors on essaye d'obtenir ça par plusieurs manières. La première, c'est en effet éventuellement de trouver des effets de levier, encore une fois, soit en financement, soit en co-investissement. Ce qu'il faut avoir en tête sur le financement bancaire, quand je parle des 500 millions, c'est que globalement, on est sur des règles de cofinancement qui fait que BPI France prend au maximum 50% d'un tour de dette. Donc ça veut dire que quand on met 500 millions, ça veut dire qu'on aura quand même trouvé les banques privées qui auront mis 500 millions à côté pour mettre 1 milliard dans le secteur. Donc ça, c'est déjà un premier effet vertueux. Et ensuite, sur la partie fonds propres, de la même manière, alors il y a des acteurs, on pourrait y passer des heures pour faire un mapping. Il y a des acteurs plutôt tech qui vont regarder des sujets fashion tech. Il y a des VC plutôt orientés tech qui vont être intéressés sur la partie vraiment fashion tech, avec un angle très, très différenciant sur la partie innovation technologique. Il y a des acteurs très experts et très spécialisés qui vont avoir un positionnement entre le VC et la plateforme de consolidation, comme Expérience, ou des gens comme ça. Des gens comme Utopia, qui sont aussi très experts sur les secteurs. Utopia, dont BPI France est par ailleurs souscripteur, c'est-à-dire que voilà, on essaye de trouver des effets de levier à tous les niveaux, en embarquant des co-financeurs, en embarquant des co-investisseurs et en étant nous-mêmes souscripteurs de fonds. Il se trouve que dans le fonds ICC que l'État nous a confié, donc Industrie culturelle et créative, qui était un fonds qui figurait dans le programme présidentiel il y a quelques années, ça fait partie de notre mandat de financer des fonds dédiés aux industries culturelles et créatives. Donc, c'est-à-dire qu'on va financer nos propres, alors j'allais dire nos propres, en tout cas notre propre concurrent. Non, mais on a envie, encore une fois, d'avoir des camarades de jeu les plus nombreux, les plus experts et les plus puissants possibles. Du côté des investisseurs actuellement, est-ce qu'il y a des grandes tendances qui émergent post-crise Covid, même si là on est dans une 5e vague, mais est-ce que vous voyez que depuis 18 mois, il y a des façons de faire qui ont évolué? Et est-ce que vous voyez justement que ça peut profiter au secteur largement des industries culturelles et créatives? Je pense qu'il faut se méfier des effets conjoncturels. Ce qui est certain, c'est que le Covid, de notre point de vue, a confirmé, voire accéléré
des tendances qui étaient déjà très visibles en entrée de crise. Et on voit très bien que, en particulier dans le domaine de la mode, on voit très bien que les modèles qui ont le mieux résisté et qui performent le mieux dans ce contexte, ce sont des modèles qui sont digital first. Pas forcément digital only, parce que ça, globalement, on en était déjà revenu, mais digital first, qui ont des propositions de valeur affinitaires, communautaires. Les marques qui ont les mieux résisté étaient les marques qui avaient la relation la plus intime et la plus forte avec leurs clients, si on se dit les choses, qui ont une proposition de valeur sur, encore une fois, le climat, l'impact, qui sont porteuses de sens. Des entreprises, donc une proposition de valeur digitale, tournée vers l'international, affinitaire et communautaire. Ça nous semble quand même être des facteurs clés de succès. Ce sont les piliers, en fait. Ce sont les piliers gagnants du moment. Également parce qu'il n'y a pas que la vision stratégique, il y a aussi, c'est très important, l'exécution et les opérations. Les entreprises qui ont le mieux résisté dans le contexte, c'est les entreprises qui étaient... encore une fois, c'est trivial, mais il faut le dire, qui étaient les plus agiles, dans l'efficacité opérationnelle la plus élevée. Donc on va dire que ça, on n'a pas attendu le Covid pour savoir que le digital, l'impact et l'international étaient des grands enjeux, mais clairement, ce sont des leviers qui... peut-être seraient devenus discriminants en 3, 4, 5 ans et qu'ils deviennent plutôt en facteur moi, en fait. C'est vraiment un facteur d'accélération très fort. Les capacités d'investissement sont assez fortes en ce moment. Il y a a priori beaucoup de moyens au sein des investisseurs. Comment vous analysez ces portefeuilles assez importants qui peuvent être ouverts? Vous pensez que ça va avoir un impact sur notre secteur? Vous pensez que c'est pas forcément encore mûr? Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains mois par rapport aux grands investissements? Là aussi, je pense qu'il faut avoir un maximum de sang-froid et de recul sur tout ça. Vous avez totalement raison. Il y a énormément de liquidités sur le marché. Il y a des taux qui sont très bas, des classes d'actifs qui sont très peu rémunératrices. Donc, on est dans un contexte qui est favorable à la prise de risque, voire à des mouvements un peu spéculatifs ou bullesques. Il faut l'avoir en tête. Nous, on est globalement droit dans nos sneakers. On pense qu'il ne faut pas qu'on change d'orientation stratégique de ce fait. Il faut qu'on reste sur les fondamentaux. On est là pour accompagner d'abord des hommes et des femmes, parce que tout ce dont on parle là, ça s'incarne très fortement à un moment donné, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Il faut les humains. Il faut des humains. C'est l'humain qui fait tout, clairement, jusqu'à la performance financière qui est vraiment au bout du process. Donc ça, on perd pas ça de vue. Donc ça veut dire que, en particulier sur la partie investissement en fonds propres, où là, on est quand même dans une relation d'association qui est très forte. Avant de considérer tous ces éléments de contexte de marché, c'est d'abord une rencontre et un fit, un fit humain. Donc ça, on reste sur ces fondamentaux-là, et on reste aussi sur des fondamentaux de la manière dont on fait les deals. Donc, sur la mode, on n'a pas vu de choses complètement encore, de notre point de vue, déraisonnables, mais dans d'autres secteurs, en particulier dans le jeu vidéo, par exemple, on a pu commencer à le constater. Et là, une certaine bulle qui se crée. Une certaine bulle. Et donc là, on accepte qu'à un moment donné, on n'est plus à notre place de faire des deals dans ces conditions-là. Vous voulez pas jouer ce jeu-là, oui. Non, voilà. Je pense que c'est pas notre rôle. Donc, ça, c'est notre point de vue, mais je dirais, si je me mets à la place de l'entrepreneur, si j'étais entrepreneur, je pense que j'essaierais de raisonner de la même manière. C'est-à-dire que tant mieux si le marché est liquide, tant mieux s'il y a des moyens. Ça n'empêche que je pense qu'il ne faut pas, là aussi, perdre de vue les fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut choisir un partenaire financier avec qui on s'entend bien, en temps de succès comme en temps de difficulté, qu'il faut se financer de manière cohérente avec son projet. Faut savoir à quoi sert l'argent, et pas lever pour lever ou se financer pour se financer, mais vraiment avoir
une vision très claire de la destination et de l'intentionnalité de l'argent. Et puis, chercher de l'argent intelligent, quoi. C'est-à-dire que... faut aussi qu'il y ait de la matière grise en plus de l'argent. C'est la grande règle, c'est la vieille règle. C'est quand il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, il faut trouver des facteurs de différenciation. Et donc, encore une fois, ce qui est important... Et là aussi, c'est pas qu'on est plus malin que les autres, c'est que c'est ce qu'on constate sur le terrain, c'est-à-dire que financer une entreprise, appuyer sur le bouton du virement ou signer le chèque et dire allez, rendez-vous dans 5 ans et on espère que tout va bien se passer, ça globalement c'est nul et ça marche pas. En revanche, dire voilà une somme d'argent pour vous développer à l'international, pour racheter une entreprise, pour financer de l'innovation, etc. Et par ailleurs, on va vous présenter à tel expert qui est un super sachant sur votre sujet, ou telle entreprise qui est un prospect, et tenez, on va vous présenter un de vos pairs là qui a un partage d'expérience, etc. Ça, on pense que ça a beaucoup plus de valeur. C'est beaucoup plus porteur. Bien sûr. 2022, une année d'élection présidentielle. Est-ce que vous avez quand même une enveloppe? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous êtes en train d'investir dans des entreprises du secteur de la mode actuellement? Oui, bien sûr. Alors, nous, de dire qu'on est un objet qui est complètement apolitique, ce serait pas complètement honnête. On est la banque publique d'investissement. Nos actionnaires sont l'État et la Caisse des dépôts. Donc, évidemment, comme tout le monde, on a des ondes de ce qui se passe sur le calendrier politique, mais honnêtement, c'est à la marge. Nous, on est un outil qui est un outil systémique, sur le temps long. Donc, évidemment qu'on a des moyens à déployer, évidemment qu'on tient notre ligne stratégique, et on va faire en 2022 ce qu'on a fait en 2021 et ce qu'on a fait en 2020, c'est-à-dire être là pour à la fois assurer la résilience et la transformation et l'accélération de l'ensemble des entreprises de la French Touch, et en particulier de la mode. L'enveloppe pour 2022, c'est de quel ordre dont vous disposez? L'idée n'est pas de dire qu'on a une enveloppe illimitée, mais on n'est pas sous contrainte de ressources. Donc les entreprises qui ont des projets, qui ont des besoins... Il n'y a pas d'effet... Il n'y a pas d'effet gâteau qui se consomme au fil de l'eau. On a tous les moyens nécessaires pour continuer à accompagner de manière puissante les entreprises créatives et les entreprises de la mode. Donc que les entreprises viennent nous voir avec leurs projets. Après, on prend des décisions, il y a des entreprises qu'on accompagne, il y a des entreprises qu'on n'accompagne pas, toujours pour des bonnes raisons, puis quand c'est le cas, on l'explique, mais ce sera pas pour dire qu'il n'y en a plus. Nicolas Perpex, merci. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine cette nouvelle écoute. À très vite pour un nouveau podcast sur Inside Fashion Network.